Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Je suis Gaspard de Monclin, le président du Revenu, et je tenais à renouer avec notre tradition au Revenu, qui est de répondre à vos questions en direct, être présent au plus proche de nos lecteurs pour répondre à toutes les questions qui peuvent se poser. Donc aujourd'hui, ça va pas être toutes les questions, ça va être des questions spécifiquement sur la bourse. Vous savez qu'on a une publication boursière régulière, aussi bien sur notre site internet que dans notre publication Décision Bourse. Et donc, pour animer ce live de questions-réponses, j'ai invité Bruno Kuss, le directeur de la rédaction de la Décision Bourse. Bonjour Bruno. Bonjour Gaspard. Comment allez-vous? Très bien, ça va, merci. Bon, excellent. Donc, je vois que vous êtes déjà très nombreux dans les commentaires, ça fait très plaisir. Je salue Jean, David, François, Yves, Françoise. Bon, merci à tous d'être là avec nous. Très heureux de vous voir. Bonjour Serge. Utilisez ce chat pour nous poser des questions sur la bourse. Alors Bruno va faire une petite introduction pour nous parler de l'année 2025 qui s'est achevée, une année haute en couleurs en bourse. Et puis on va essayer de se projeter un peu aussi sur 2026. On a des événements très récents, hein, le week-end dernier, cette semaine encore, qui sont venus impacter les marchés mondiaux. Et donc on a la chance d'avoir un grand spécialiste pour répondre à toutes nos questions. Bruno, petit bilan de l'année 2025? Alors, petit bilan de l'année 2025, on a eu une année assez intéressante pour les investisseurs, en tout cas dans la mesure où presque toutes les classes d'actifs ont bien performé l'année dernière. Et contrairement à l'année 2024 où sur le marché boursier, tout s'était concentré sur les valeurs américaines, on a eu de très belles performances également sur les actions européennes. Sur les matières premières. Enfin, voilà, c'était vraiment l'année où il était difficile en fait de perdre de l'argent l'année dernière. Et je dirais que ceux qui se sont concentrés sur le marché français peuvent avoir des regrets. Alors c'est vrai que le CAC 40 a progressé d'à peu près 10% sans les dividendes, mais si on avait un petit peu regardé un petit peu au-delà du CAC 40, au-delà des frontières, on pouvait avoir de belles performances sur les bourses en Europe. On avait 40% à faire sur la bourse espagnole, 30% sur la bourse italienne. Même le DAX allemand s'est bien porté. Le DAX allemand s'est bien porté, on avait plus de 20%. Et puis, New York a bien performé aussi, on a fait à peu près 16-17%. Mais voilà, donc c'était très réparti l'année dernière. Et donc, avec des thématiques encore... on a eu l'IA qui a tiré les valeurs américaines, et en Europe, on a eu des thématiques comme les banques qui ont porté les indices, les banques, la défense qui ont porté les indices. Excellent. Si vous nous entendez bien, dites-le nous, hein, s'il y a des problèmes ou quoi que ce soit en commentaire. Je vois qu'il y a déjà des... Nicolas disait qu'il n'y avait pas de son, mais je pense que vous êtes le seul, Nicolas, malheureusement. Donc voilà, dites-nous tous les commentaires que vous avez, toutes les questions, dès qu'elles vous viennent, posez-les. Alors, les secteurs de 2025, vous disiez en Europe plutôt les secteurs bancaires Oui, le secteur bancaire est vraiment le grand gagnant. C'est ce qui explique... Des valeurs françaises dans le secteur bancaire particulièrement. Alors, les valeurs françaises, on a eu très belle performance de la Société Générale, plus 150% de l'action Société Générale. Le plan de redressement. C'était vraiment donc la valeur qu'il fallait avoir en portefeuille l'année dernière. Un plan du nouveau patron... Slawomir Krupa qui a plutôt bien, qui a pris du temps avant de produire ses effets, mais en tout cas qui fonctionne bien dans un contexte par ailleurs de taux d'intérêt très favorable au secteur, puisqu'on a assisté quand même à une repentification de la courbe des taux d'intérêt. Et donc le secteur bancaire dans son ensemble, en France comme en Europe d'ailleurs, a profité de ce contexte de taux pour pouvoir améliorer sa marge d'intermédiation. En tout cas, les banques peuvent emprunter moins cher, en tout cas auprès de la BCE, la BCE qui a baissé ses taux. Et par contre, comme les taux longs sont restés assez élevés, donc elles ont pu avoir des marges d'intérêt assez intéressantes. Donc, ce qui explique les très belles performances de l'année dernière. Et le consensus sur les taux de la BCE pour l'année à venir, vous le voyez comment? Alors, pour 2026, la BCE, a priori, ne devrait pas vraiment baisser ses taux. Alors, on a eu des chiffres d'inflation qui étaient plutôt bons. On est retombé à 2% en décembre sur l'inflation en zone euro. C'est l'objectif de la BCE. Donc, pour l'instant, la BCE, elle a son objectif, mais elle n'a pas raison de bouger. En fait, on est plutôt bien. On a une croissance économique
qui est un peu faible, mais qui résiste quand même malgré tout. Dans d'autres pays que la France, surtout, c'est ça? Oui, alors c'est tiré. En Espagne. Voilà, l'Espagne, l'Italie ont bien tiré la croissance européenne l'année dernière. Et cette année, on aura peut-être l'Allemagne qui va quand même prendre le relais avec la mise en place des plans. Hein. Il y a plusieurs centaines de milliards qui vont être investis dans les infrastructures et la défense en Allemagne. Et donc ça peut donner encore un coup de fouet à la croissance européenne. Donc la Banque centrale européenne, normalement, ne devrait pas trop bouger ses taux cette année. Peut-être une baisse, mais c'est même pas sûr du tout. On avait même parlé de hausse par moment. Voilà, donc rien d'important à attendre au niveau de la BCE, contrairement aux États-Unis. À la Fed, où effectivement le changement de directeur de la Fed, voilà. Alors la pression Fed, politique. Oui, alors la Fed en plus, elle a encore un petit peu de marge. Hein. L'inflation, c'est vrai que l'inflation aux États-Unis, elle reste maîtrisée. Donc pour l'instant, les droits de douane n'ont pas produit d'effet encore sur les prix. Donc la Fed n'a pas trop à être inquiète, en tout cas de l'inflation. Et ce qu'elle va regarder la Fed, c'est surtout aussi les chiffres de l'emploi. On va avoir cet après-midi d'ailleurs des chiffres très importants sur le marché du travail et le taux de chomage au mois de décembre. On y croit encore aux chiffres? Ils sont fiables, vous pensez, en dépit du shutdown? Oui, alors ça y est, là, on commence à avoir à nouveau des vrais chiffres, en fait. Hein. Donc, on a eu des chiffres les derniers sont venus un peu en retard. Et là, je pense qu'on va, plus on va aller, ceux-là peut-être encore manqueront un peu de précision, mais on aura déjà quand même une bonne indication sur ces chiffres du mois de décembre qui donneront une idée du marché de l'emploi. Et c'est ça que regarde en ce moment la Fed, c'est le marché de l'emploi, plus que l'inflation. Et on a vu que sur le marché de l'emploi, il y avait quand même, il tenait bien, mais il était quand même assez fragile. Donc, la Fed pourrait être tentée encore de poursuivre ces baisses de taux. Le marché s'attend à 2 baisses de taux de la Fed en 2026. La Fed, les membres de la Fed, eux, sont plus prudents. Hein. Ils tablent en moyenne sur une baisse de taux pour 2026. Mais le marché est plus optimiste sur ces baisses de taux de la Fed. Et ce changement de direction de la Fed qui pourrait quand même accélérer les baisses de taux, puisqu'il y a certaines personnes qui évoquent des baisses beaucoup plus importantes si un nouveau proche de Trump arrivait à la tête de la Fed. On parle même de jusqu'à 6 baisses de taux l'année prochaine. Cette année en tout cas, mais bon, pour l'instant, voilà, on est plutôt calé sur 2, ça serait déjà bien. Et donc ça aurait quel impact sur la bourse? Les baisses de taux, elles sont plutôt bien vues, hein, puisque en général, c'est un carburant important pour les marchés. Les baisses de taux, c'est on emprunte moins cher. Voilà, c'est un afflux de liquidité qui se déverse donc un peu partout, et donc il y a toujours une corrélation très positive entre les baisses de taux et le comportement des marchés d'actions. Que ce soit aux États-Unis, même en Europe. Et d'où l'importance d'ailleurs d'aller sur le marché, parce que s'il y a une baisse de taux, c'est aussi qu'il y a peut-être de la dévaluation monétaire. Enfin, plus il y a d'argent en circulation, moins l'argent a de valeur. Donc autant aller sur des valeurs qui oui, tout à fait. Alors en plus, effectivement, il y aura des impacts sur le dollar aussi. Hein, le dollar qui a perdu un petit peu de son aura. Et donc, on cherche d'autres classes d'actifs, des actifs réels, des actifs plus risqués, mais réels en tout cas, sur lesquels les investisseurs ont tendance à aller de plus en plus aujourd'hui. Bon, alors, je vais prendre vos questions juste après. Hein. J'interroge un tout petit peu Bruno, mais merci beaucoup d'en poser déjà beaucoup. Je reviendrai en arrière, vous en faites pas. Mais je mets les pieds dans le plat. Capture de Maduro, Venezuela, quel impact pour vous? Est-ce que ça va perturber les chaînes d'approvisionnement, le pétrole, les valeurs américaines? Comment vous sentez la chose? Alors déjà, on a vu qu'il n'y a pas eu, globalement sur les marchés, il n'y a pas eu d'impact. Il y a eu des impacts, on verra après, peut-être sur le pétrole, etc., sur les matières premières. Mais sur les marchés, on voit qu'il y a une capacité aujourd'hui des investisseurs à digérer l'information qui est assez extraordinaire par rapport à ce qu'on pouvait voir il y a 5-10 ans, où ce genre d'événement aurait eu des répercussions assez importantes sur les marchés. On a vu des indices assez flat, hein, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. On a vraiment bien absorbé cette nouvelle. L'impact, il se situe... on a vu sur le baril, il n'y a pas eu un énorme impact, mais il pourrait y en avoir, en tout cas, à moyen terme. Ça a baissé un petit peu? Oui, ça a baissé un peu parce que
Dans l'hypothèse où on venait à exploiter ces réserves considérables du Venezuela, je rappelle que c'est plus de 300 milliards de barils. C'est les premières réserves mondiales, c'est Première devant réserve. l'Arabie Voilà. Saoudite. On est à peu près à 18% des réserves mondiales, hein, donc c'est du pétrole lourd, par contre, Très visqueux. très visqueux. Donc il faut vraiment avoir des raffineries qui soient capables d'exploiter ce pétrole. La surprise, l'Amérique n'en manque pas. Et les États-Unis, voilà, sur les côtes américaines, dans le golfe du Mexique, etc., il y a tout ce qu'il faut, en tout cas, pour pouvoir exploiter ce pétrole. Et donc, on se dit que ça prendra du temps, par contre. Ça prendra du temps parce que l'outil d'extraction, en tout cas aujourd'hui, du pétrole au Venezuela, il est très vétuste. En fait, il n'y a pas eu d'investissement. Il y a très peu de production. Voilà. Déjà, il n'y a pas beaucoup de compagnies pétrolières qui sont restées. Hein. Il y en a quelques-unes. Chevron aux États-Unis. Et une petite Morel et Prom française, dont on peut parler après, éventuellement, qui a peut-être une carte à jouer sur ce. Allez-y, peut-être. Alors, Morel et Prom, c'est une petite compagnie française. Alors, on a deux compagnies en France. On a Total Energy, qu'on connaît bien. Que tout le monde connaît. Et on a une autre plus petite qui s'appelle Morel et Prom, qui a été rachetée il y a plusieurs années par une compagnie indonésienne qui s'appelle Pertamina. Donc elle est française, mais avec un actionnaire indonésien. Et elle intervient surtout dans les pays d'Afrique, mais également au Venezuela. Elle a gardé des intérêts au Venezuela. Donc elle avait été interdite avec l'embargo américain d'exploiter, hein, mais si les États-Unis décident en tout cas de lever tous ces embargos et de permettre en tout cas aux compagnies actuellement présentes de renouer avec une production, ça peut être un levier intéressant pour cette société. Elle est cotée, bien sûr. Elle est sur Euronext. Elle est sur Euronext, tout à fait. Même il y a eu des mouvements sur le cours. Oui, il y a eu des mouvements sur le cours. Elle a bien progressé ces derniers jours. Elle avait d'autant plus progressé qu'elle a annoncé le 31 décembre une opération assez importante, c'est-à-dire qu'elle a vendu une participation dans sa filiale nigériane qui représentait à peu près 40% de sa capitalisation boursière. Donc, pour moi, c'était en tout cas une bonne surprise de voir qu'un tel actif pouvait se vendre aussi cher. Donc voilà, en ce moment, il y a plutôt sur Morel et Prom des bonnes nouvelles. Et si effectivement elle pouvait reprendre l'exploitation au Venezuela, ce serait vraiment un catalyseur important pour les prochaines années. En tout cas, voilà, le pétrole vénézuélien, il va quand même mettre du temps à s'exporter. Hein. Ça va prendre des années, ça va demander des dizaines de milliards de dollars. Mais à terme, il y a quand même un risque baissier sur le baril, du coup, puisqu'on va avoir une offre qui va augmenter. Alors que même déjà, on a vu les pays de l'OPEP+, depuis le mois d'avril dernier, augmenter leur production régulièrement. Ce qui a fait quand même, c'est ça qui a pesé sur le prix du baril l'année dernière, le baril qui a perdu presque 20% de sa valeur en 2025. Un impact sur les matières premières et sur les métaux précieux Alors oui, par contre, c'est vrai que si les actions n'ont pas bougé, en tout cas, on a vu les métaux précieux poursuivre leur envolée, puisque l'année dernière était déjà une année très, très faste pour les métaux précieux. Je rappelle que l'argent a pris 150%, 160% presque. L'or a pris 60%. Oui, l'argent est largement devant l'or. Tout le monde parle de l'or, mais en fait... l'argent a fait 2 fois mieux l'année dernière, plus que 2 fois mieux même. C'est vrai qu'on s'est aperçu que l'argent aussi pouvait être une valeur refuge, en plus de ses qualités industrielles, qui est utilisée pour l'industrie photovoltaïque, les voitures électriques, l'intelligence artificielle. Enfin, il y a beaucoup d'utilisation maintenant pour ces métaux. Et en fait, on a vu que les investisseurs les considéraient maintenant comme des classes d'actifs d'investissement à part entière, plus seulement comme des valeurs refuges. Et vous êtes encore à la hausse pour l'année prochaine? Oui, je pense qu'il va falloir en avoir des métaux, pas que les précieux. On voit aussi le cuivre qui a battu un record à 13 000 $ la tonne cette semaine. Il y a vraiment un engouement parce qu'on se dit aussi qu'il va y avoir d'une part une forte demande industrielle. Dans le cadre, le cuivre, par exemple, est très utilisé dans la transition énergétique. Et puis, d'autre part, il va y avoir une volonté aussi dans le cadre de... Les États vont être tentés de s'approprier, en tout cas, des matières premières. On voit qu'il y a un engouement pour les métaux aujourd'hui, qui crée à la fois des fusions-acquisitions. On parle ce matin encore d'une fusion entre Rio Tinto et Glencore. Et puis, voilà, on voit que les États, comme les États-Unis, cherchent à mettre la main sur des gisements pour
pour être indépendants, en fait. Ils étaient trop dépendants de la Chine, notamment pour les terres rares. Donc il va y avoir une vraie volonté de capter tous ces métaux. Et je pense que ce secteur des métaux précieux et moins précieux, en tout cas, a encore un bel avenir en 2026. Jacques nous dit en commentaire argent, quota imposé par la Chine, je crois. C'est ça que vous évoquez peut-être? Oui, en plus, effectivement, la Chine avait mis des droits de douane, enfin des quotas aussi à l'exportation. Ça a amplifié un petit peu le mouvement en début d'année, puisque c'est valable à partir du 1er janvier 2026. Le mouvement haussier est encouragé par la pénurie organisée par la Chine, c'est ça? Ça a accentué en tout cas ce mouvement haussier. Très bien. Bon, dernière petite question et après je me tourne vers vous, chers auditeurs, mais je voulais juste balayer un peu l'actualité. La bulle IA, on en parle beaucoup. Tout le monde la voit venir. On croit encore aux valeurs de l'intelligence artificielle, aux États-Unis évidemment, mais certaines aussi en Europe. Comment vous percevez la chose? L'IA, c'est vrai qu'on a eu des valorisations qui sont devenues élevées. Alors, à juste titre parfois et moins dans d'autres cas. Et c'est ça aujourd'hui qui fait que le secteur est un petit peu délaissé, c'est-à-dire qu'on commence à faire le tri dans l'IA entre les sociétés qui en profitent tout de suite et celles qui ont fait des promesses pour la suite et sur lesquelles on a plus de doutes aujourd'hui. Donc, je pense que c'est un secteur qu'il faut quand même garder en tête. Je veux dire, il y a quand même tellement de croissance à attendre sur ce secteur. Une société comme Nvidia, on attend encore une croissance des bénéfices de 60% en 2026. 30% en 2027. Voilà. Après, ça va se normaliser, mais on est quand même sur des taux de croissance très importants. Ils ont fait une annonce très récente d'ailleurs sur une nouvelle puce. Oui, régulièrement, il y a des nouvelles puces. En plus, ils peuvent en exporter en Chine, pour pas les plus récentes, mais ils vont pouvoir en exporter en Chine, visiblement. Le gouvernement chinois, ils se sont mis d'accord. Donc, il y a quand même une utilisation qui est assez visible, en tout cas, de certains éléments de l'IA. Par contre, il y a eu des investissements massifs qui ont été annoncés pour les prochaines années. Et c'est ça qui inquiète aujourd'hui parce qu'on ne connaît pas encore les retombées de ces investissements. Et d'autant plus que ces investissements ont été réalisés avec de la dette. Jusqu'à maintenant, les sociétés ne s'endettaient pas, mais on voit aussi qu'il y a de gros appels, de grosses émissions de dette. Actuellement, par exemple, on a vu Elon Musk qui va lever encore 10 milliards de dollars sur sa société d'AI qui s'appelle XAI, et qui serait valorisée pas loin de 200 milliards. On a des chiffres qui augmentent, ce qui donne l'impression d'être dans une bulle parce que 200 milliards, c'est quand même une très grosse société. On a OpenAI qui pourrait valoir 500 milliards. Des IPO arrivent là d'ailleurs. On parle d'une IPO d'OpenAI, d'Anthropic peut-être. On devrait avoir ces sociétés-là qui... On rentre, vous pensez, dans... Il faudra voir le prix, etc. Il y a une question de prix, parce qu'effectivement, Anthropic, c'est pareil, on a des levées assez importantes de fonds, de dettes aussi. Donc, prudence quand même sur ces sociétés. Il va falloir vraiment être plus sélectif en 2026 qu'en 2025 et qu'en 2024 encore. Ah oui, d'accord. En 2025, ça a été la fête. Tout le monde gagnait un peu les yeux fermés, mais là, il va falloir faire attention. Là, il va falloir faire attention. Vraiment, celle qui est vraiment le business model, on sait qui va être porteur, en tout cas, sur les 3-4 prochaines années. C'est difficile à raisonner sur 10 ans sur un secteur comme ça, mais en tout cas, on va regarder déjà à très court terme celles qui tiennent la route, celles qui ont les moyens de financer leur croissance. Et voilà, il faut rester sur l'IA, mais de façon beaucoup plus sélective cette année. Ok, très clair. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Je vais tout de suite me plonger dans vos questions. Pierre Venesque nous demande « Bonjour, merci pour ce webinaire. Quelles sont vos recommandations pour 2026 sur les secteurs de la défense, banque, santé ?» Alors, effectivement, ce sont des secteurs sur lesquels je pense qu'il faut être en 2026. La défense, pour une bonne raison, c'est qu'on vient de le voir encore. S'arme. Voilà, et puis en plus, le monde commence à se diviser en trois blocs. Il va y avoir avec la Russie d'un côté qui cherche à augmenter sa zone d'influence, les États-Unis qui veulent aussi augmenter sa zone d'influence, et la Chine avec Taïwan. Et on voit bien qu'il y a une course à l'armement qui est lancée. Donald Trump annonce un budget militaire à 1 1
1500 milliards pour 2027. Déjà, ils sont à 1000 milliards, ce qui est le plus gros budget plus de 900 milliards, c'était énorme. Combiné de tous les États du monde. Donc et le tout, c'est de savoir s'il va pouvoir le faire, parce qu'il faut suivre de telles dépenses. Est-ce que les sociétés américaines, par exemple de la défense, Northrop Grumman, Lockheed, là, on parle, c'est dépensé qu'aux États-Unis, d'ailleurs, cet argent. Oui, il n'y aura rien pour Dassault. Ça va être America First, forcément. De toute façon, ils ont tout ce qu'il faut chez eux. Ils n'ont pas besoin d'aller chez les autres. Et donc, mais en tout cas, ça va inciter les sociétés européennes aussi à poursuivre, à courir un petit peu derrière les États-Unis. Ils auront beaucoup de mal à suivre, c'est sûr. Mais en tout cas, on va avoir une obligation, en tout cas, de se réarmer aussi en Europe. Déjà que c'était le cas, les États-Unis nous avaient demandé d'augmenter les budgets de l'OTAN, même si l'OTAN part un petit peu en vrille en ce moment, parce qu'on se demande si les États-Unis sortaient de l'OTAN, qu'est-ce que deviendrait l'OTAN. Mais en tout cas, il y aura de toute façon une volonté de se réarmer de la part de tous les pays européens. Donc la défense, on y croit. Donc la défense, des sociétés comme Thales qui ont déjà bien monté, mais on pense on peut encore aller dessus. Il y a quand même un carnet de commandes qui est important, qui est profond et qui va sans cesse, qui va encore progresser. De même que Dassault Aviation, c'est pareil. On pense que il y a encore beaucoup de potentiel sur cette société qui n'est pas très bien valorisée, d'ailleurs, puisque quand on regarde, il faut rappeler que Dassault Aviation possède 26% du capital de Thales, et que ça représente déjà plus de 60% de sa capitalisation boursière. Et donc, ça veut dire qu'on ne valorise pas la fabrication des Rafales, très peu la fabrication des Rafales. Donc, ces sociétés-là, et puis on a des petites sociétés... Pourquoi on valorise si peu Historiquement, ça commence à remonter un petit peu, mais historiquement, c'est vrai qu'on Les ventes n'étaient pas très bonnes, c'est ça? Oui, voilà, il y a eu le secteur de la défense, en fait, avant la guerre en Ukraine, ça n'intéressait personne. Et puis, ceux qui étaient vraiment focalisés 100% sur la défense avait vraiment très peu valorisé. Personne n'en voulait. C'était dans les considérations de portefeuille au niveau ISR, c'était pas du tout bien vu. C'était exclu par les normes de bonne conduite boursière. Il fallait pas investir dans la défense. Aujourd'hui, la défense, c'est presque devenu citoyen d'investir dans la défense. Exactement. Donc, c'est pour ça que progressivement, on a une revalorisation de ces sociétés, mais enfin, on a quand même des valorisations qui sont assez faibles dans certains cas, comme Dassault Aviation, par exemple. Bon, c'est vrai qu'il y a la présence de l'État, etc., qui n'est pas toujours un argument pour ce genre de valeur. Mais en tout cas, voilà, en France, on a des grosses et des petites valeurs. Je rappelle qu'on a des sociétés comme Exosens, on a des sociétés comme Lumibird, Odyssey Technologies, et puis on a encore, qu'est-ce qu'on a Excel Technologies, l'une des plus belles performances de l'année dernière, qui travaille dans les de l'ordre de combien 150% de hausse, et qui commence très fort encore cette année. On est à 30% depuis le début de l'année. Depuis le début de l'année? Oui, depuis le début de l'année. C'est 6 jours. Ouais, tout à fait. C'est le secteur, de toute façon, qui progresse le plus depuis le début de l'année. Et qu'est-ce qui fait qu'ils ont une différence? C'est quoi? C'est les drones? Ils sont présents sur les drones anti-mines sous-marins, notamment. Ils ne font pas que ça, mais en tout cas, ils ont eu des gros contrats, là, encore en début d'année. Et c'est une société qui a en plus restructuré son bilan de façon positive. Donc il y a plusieurs facteurs qui ont fait que cette action a décollé l'année dernière, et le carnet de commandes est en train de se remplir encore pour les prochaines années. Donc, il y a des raisons macro et des raisons micro qui justifient de croire au titre. Très bien. Alors peut-être rapidement, pour Pierre qui nous demandait le secteur des banques et de la santé, on y croit aussi? Les banques, on reste sur un environnement encore favorable. On n'aura peut-être pas le même rallye que l'année dernière, mais a priori, il n'y a pas de mauvaises nouvelles pour les banques aujourd'hui, si ce n'est éventuellement, je constatais les chiffres sur les défaillances d'entreprises qui ont quand même tendance à augmenter un petit peu. Donc il y aura des défauts peut-être sur des crédits. Donc, il va y avoir un coût du risque qui peut un peu augmenter. Mais en tout cas, le contexte de taux, lui, sur la marge d'intérêt des banques, va rester très, très favorable au secteur. Donc, on pense que c'est un secteur qu'on peut encore garder pour 2026. Ok. Moins d'enthousiasme que la défense, mais quand même intéressant. Et le secteur de la santé, la santé, c'est vrai que c'est un secteur assez récurrent et qui bénéficie aussi d'innovation technologique, donc démographique aussi. Démographique, la population vieillit. Donc, alors, il faut faire attention parce qu'il peut y avoir aussi des impacts de droits de douane. On a vu Trump qui voulait taxer toutes les sociétés de laboratoires qui produisaient
en dehors des États-Unis et qui les exportait au prix fort aux États-Unis. Mais en tout cas, voilà, c'est un secteur qui a un profil assez défensif en général. Alors, il faut faire attention parce qu'il y a aussi la partie biotech qui est beaucoup plus risquée, mais qui a eu des très bonnes performances l'année dernière, notamment à Paris, une société comme Abivax qui a pris 1000%, je crois. Là, on est sur des secteurs assez risqués où les retours, les bénéfices ne sont pas toujours assurés. Donc, voilà, à petite dose en tout cas sur les biotech et puis sur la santé en général. C'était comme Biomérieux aussi, qui sont très bien, qu'on aime bien, qu'on a recommandé il n'y a pas très longtemps. Excellent. Alors Serge n'y va pas avec le dos de la cuillère. Annexion possible du Groenland, on reste sur le marché américain ou pas? Ça reste des alliés, on peut quand même investir là-bas. Sur le marché américain, oui, après c'est une vision personnelle, savoir si on veut être ami avec les États-Unis ou pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les intérêts américains seront toujours préservés, en tout cas tant que Trump sera là, les intérêts américains seront privilégiés. Et donc, il y aura beaucoup d'argent à faire, que ce soit dans le pétrole ou dans les matières premières, etc. Donc il faut pas exclure les États-Unis, Serge. Donc, non, Désolé, il faut rester investi sur les États-Unis, même si on voit que, comme on l'a vu l'année dernière, il y a des choses à faire aussi sur les marchés européens, dans d'autres secteurs, dans divers secteurs, en tout cas. Voilà, c'est très clair. Posez des questions, n'hésitez pas, on va toutes les prendre et n'hésitez pas à nous dire si le son est bon, si tout va bien de votre côté. Jean-Marie nous demande, faut-il encore acheter de l'or physique vu l'augmentation depuis 1 an? On croit encore à l'or. Alors en physique, c'est d'autant plus intéressant. Bon, je fais une petite réponse pour ceux qui veulent éviter de la fiscalité au moment de la transmission, c'est pas mal. Mais l'or, on y croit ou pas à la bourse? Oui, bien sûr. Toutes les grandes banques, là, je voyais les grandes banques américaines qui ont revu à la hausse en début d'année leurs objectifs pour la fin de 2026. On est maintenant à 4 800 $, 5 000 $ d'objectifs. Qui serait une augmentation de combien? Là, on est à 4 400 $. Donc, il y aura 10% à prendre encore un bon 10%, mais bon, on ne sait pas. Il peut très bien y avoir des événements géopolitiques qui peuvent encore justifier des pics encore plus élevés. Mais en tout cas, c'est devenu plus qu'une valeur refuge. On a vu que les banques centrales continuent à acheter beaucoup d'or. L'or, c'est devenu a dépassé le dollar, en tout cas dans les réserves des banques centrales depuis l'année dernière. Et donc, on voit qu'il y a une volonté de réduire la dépendance au dollar de la part des banques centrales, notamment les banques des pays émergents. Et ça va continuer parce qu'on sent bien qu'effectivement, il y a les pays émergents comme l'Inde, comme la Chine, qui veulent pas trop rentrer sous la sphère des États-Unis. Et alors pour nos auditeurs français, on s'expose aux États-Unis, mais on s'expose aussi au dollar, non? C'est-à-dire que quand on rentre à la maison, on risque de prendre une perte sur la monnaie? Alors le dollar, il a quand même bien baissé l'année dernière. Il peut encore baisser un petit peu cette année, mais je pense que le potentiel baissier est assez limité. Donc ça, faut faire attention. L'idéal, c'est de prendre aussi, si on s'intéresse aux métaux précieux, si on veut garder toute la performance, c'est de prendre des produits, si possible avec des couvertures. C'est possible de le faire dans des fonds avec des ETF. Mais en tout cas, l'or physique, on peut en acheter, donc effectivement avec les problèmes de fiscalité, etc. Mais aussi, on peut s'intéresser à l'or sous forme de... Il n'y a pas d'ETF sur l'or, parce que les ETF sont des paniers de valeurs ou de matières, et l'or, c'est une seule valeur. Donc, pour acheter de l'or, il faut acheter des ETC, ça ressemble un peu à des ETF, mais voilà, qui réagissent un peu de la même façon. Et il y en a beaucoup, il y a beaucoup de produits, en tout cas indexés sur l'or, sur le marché. Très clair. D'ailleurs, j'ai une question de Catherine qui est sur le même thème. Comment peut-on investir sur les matières premières dans un PEA? Sauf erreur, on ne peut pas. Le PEA, par définition, c'est le plan d'épargne en actions. Et d'autant plus, pour avoir des avantages fiscaux liés au PEA, il faut investir en Europe, dans la zone euro. Donc, on ne peut pas non plus... Alors, on peut parfois déroger à cette règle en achetant des ETF qui répliquent, mais de façon synthétique, c'est-à-dire qu'ils ne prennent pas les vrais sous-jacents, mais des réplications synthétiques avec des couvertures, un système de couverture, etc. Et donc, parfois, on peut avoir des produits, même sur le Nasdaq, qui sont éligibles au PEA. Mais dans le domaine des matières premières, en tout cas, il n'y en a pas aujourd'hui. Ce n'est pas possible de les mettre en PEA.
Allez, Véronica nous demande un cas très concret. Si on avait 10 000 euros à investir en ce début d'année, quel support, quel produit? Bon, les supports, ils sont assez classiques en France, hein, peut-être le PEA, mais sur les produits, Oui, sur les classes d'actifs. 10 000 euros, on fait quoi comme répartition, Mono? 10 000 euros, ben, je pense qu'il faut se servir beaucoup des ETF en fait. Si on a 10 000 euros, on ne va pas faire 36 lignes, on va faire 10-15 lignes en fait. Donc le marché parisien, on va commencer par le marché parisien. Si on est français, on peut quand même s'intéresser au marché parisien. Euh, donc potentiel qui reste encore, à mon avis, important, mais on aura toujours ce frein politique qui peut en tout cas limiter la performance de l'indice, comme l'année dernière. On a vu que la France était arrivée en queue de peloton des performances en Europe. Même si 10%, c'est pas non plus. C'est pas Faire négligeable, 10% mais sur bon, son c'est vrai que par investissement, rapport c'est à... mieux que son livret A, Voilà, quoi, ça hein. sera de toute façon presque mieux que le livret A sans doute. Et voilà, donc on a quelques quand même belles valeurs en France à jouer, des valeurs de croissance. Je pense à Safran, à Airbus qui ont des carnets de commandes à 10 ans, Schneider Electric dans Alors sur l'électrification. 10 000, on met combien sur la bourse de Paris? Sur la bourse de Paris, allez, on peut mettre 3 000 peut-être, 4 000, ça dépend un petit peu de la version au risque et puis des classes d'actifs qu'on a. Alors, par exemple, on peut s'intéresser aussi, on va mettre des États-Unis, on va Ouais. mettre un ETF S&P 500 par exemple. On peut prendre 10-20%, on peut prendre un ETF monde, un World, si on veut vraiment diversifier. MSCI. MSCI World, par exemple, il y en a beaucoup, hein, donc beaucoup d'émetteurs qui proposent des. Là, on diversifie quand même au maximum, bien qu'il y aura une pondération américaine qui restera quand même assez importante dans cet ETF-là. Et moi, ce que je recommande quand même cette année, c'est aussi d'aller vers les émergents, les pays émergents, MSCI Emerging Markets. Ça, c'est Je l'Inde, ouais, l'Inde, l'Asie du Sud-Est, par exemple, Indonésie, même la Chine aussi, parce que la Chine, ça peut être aussi un espoir pour qui est 2000. revenu un peu en force. Voilà, en deuxième semestre, a eu une performance boursière assez intéressante, plus 16-17% sur l'ensemble de l'année. Et on peut avoir une bonne surprise sur la Chine en 2026, en tout cas sur une reprise. Le gouvernement, en tout cas, prend des mesures pour relancer un petit peu la machine. Mais voilà, donc il faut mieux jouer les émergents dans leur ensemble, et d'autant plus que les émergents profitent de la baisse du dollar et profitent de la hausse des matières premières en général. Donc c'est plutôt un contexte favorable pour les émergents. Je mettrais quand même bien presque 20% sur les émergents en 2026. Très Et clair. puis donc il y aura les matières premières. Je pense qu'on peut mettre des produits de matières premières dans les portefeuilles, parce qu'il faut vraiment diversifier, il va falloir vraiment diversifier cette année. Il peut y avoir quand même pas mal de chocs géopolitiques, etc. Donc les matières premières seront là pour amortir ou pour faire progresser un portefeuille. Allez, vous avez beaucoup de questions, on va les faire défiler. François nous demande, voyez-vous un avenir à la technologie blockchain? Elle arrive de plus en plus, Ouais. avec les stablecoins notamment. Ouais, c'est vrai. Alors, bon, moi, c'est pas un secteur que j'ai du mal à suivre, hein. Moi, c'est. Mais il n'y a jamais eu de performance incroyable de société issue de cette technologie, de toute façon, aujourd'hui. Non, enfin, en tout cas en France, en tout cas, il y a très peu. C'est pas un secteur qui est du tout développé. Il y a sans doute des choses à faire, hein, puisqu'on voit qu'il y a quand même l'émergence des stablecoins, etc., qui font que ça va être quand même. Ce sont des produits qui sont autorisés de plus en plus au niveau mondial, enfin, qui se développent, qui vont avoir pignon sur rue de plus en plus. Donc il y a sans doute des choses à faire, mais voilà, nous, pour l'instant, on est un petit peu dans l'attente sur ce thème-là. Alain, les zones géographiques, on en a parlé. Allez sur les emerging, ça va être très intéressant. Tiens, je vais pouvoir répondre à celle-là de Robert. Si l'IFI, donc l'impôt sur la fortune improductive, est voté, le compte espèce du PEA est-il concerné? Non, Robert. Effectivement, la bourse sera privilégiée si vous avez des assurances-vie en unités de compte, notamment, qui vont être investies en bourse. Ce ne sera pas inclus. Par contre, les assurances-vie qui seront placées plutôt en obligations d'État, elles seraient incluses dans l'assiette de l'IFI. Donc oui, c'est un impôt qui va favoriser l'investissement boursier. C'est un très bon point. Merci Robert. Claude nous demande vers quel ETF s'orienter pour un portefeuille équilibré. Bon, on en a parlé un petit peu déjà. Eric, que pensez-vous de l'action Orange en 2026? C'est une question très concrète. Ouais. Orange, profil défensif, ça, en tout cas, elle a eu malgré tout, bien qu'elle soit défensive, elle a bien progressé l'année dernière.
Nous, on est plutôt positif sur le dossier. En tout cas, il y a des perspectives de cash flow qui sont intéressantes. Le Orange a fait l'essentiel de ses investissements dans la fibre aujourd'hui. Donc maintenant, les problèmes d'endettement et de cash sont réglés. Et donc, c'est une société qui dégage pas mal de cash flow, qui est présente aussi. Il y a la France, qui est le marché mature, mais qui est très présente sur le marché euh, euh, nord-africain, en Afrique du Nord, et où il y a des taux de croissance assez intéressants pour Orange. C'est ce qui tire d'ailleurs Pas trop menacé par Starlink ou autre pour non, l'instant? non, 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 pour l'instant, on est vraiment sur les marchés du mobile, sur le développement du mobile dans certains pays d'Afrique du Nord, et puis qui va aussi reprendre le contrôle de sa filiale espagnole, enfin, Mass Orange. Là, il y a une opération qui va être relutive, en tout cas pour le groupe. Donc, et un dividende donc, qui est sécurisé, puisque maintenant les problèmes de dette étant réglés, c'est un groupe qui a un titre qui verse un bon rendement. Donc on est plutôt positif, notamment pour stabiliser un portefeuille, ça peut être intéressant d'en avoir. Excellent. Merci beaucoup. LVMH, Stellantis? LVMH, oui, je pense que Retour en grâce. le plus dur est fait, en tout cas pour LVMH. On a vu qu'il y avait un retour à la croissance au troisième trimestre de l'an dernier, plus 1%. C'était pas beaucoup, mais en tout cas, c'était un signal positif parce qu'on a eu quand même deux, trois trimestres qui étaient assez compliqués avant. Le marché du luxe s'est normalisé, hein. Il y a eu une période très faste après le Covid et après ça a retombé. Mais là, on voit que le marché se reprend un peu. Le consommateur chinois n'a pas disparu. On avait des craintes là-dessus et des signaux plutôt favorables émis par les sociétés de luxe au cours des derniers mois de 2025. On va voir les chiffres qui vont pas tarder à tomber chez LVMH fin janvier. C'est toujours le premier annoncé dans le CAC 40. Mais voilà, en tout cas, les valorisations sont redevenues sont pas excessives, en tout cas sur un dossier comme LVMH. Donc ça vaut le coup, je pense, d'en avoir un petit peu en portefeuille. Stellantis? Stellantis, on a du mal. Secteur automobile qui a été compliqué l'année dernière, et je pense que ça restera encore un secteur compliqué cette année. Concurrence des constructeurs chinois. Vous avez aussi le problème de prix des voitures qui devient très élevé, enfin, dans un contexte de consommation plus difficile. Consommation discrétionnaire, c'est Donc on est à la vente plutôt donc sur Stellantis. on est en tout cas, nous on est à l'écart parce Ouais. le seul compartiment de l'automobile qu'on peut jouer, enfin qu'on préfère nous, c'est les équipementiers qui sont plus diversifiés, plus internationaux. Et notre valeur favorite dans l'automobile, c'est OP Mobility, anciennement Plastic Omnium. Fascinant. Bon, vous avez vraiment beaucoup de questions. Je crains que cette heure ne soit pas suffisante, mais rassurez-vous, on sera ravis d'en refaire. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que vous répondez par écrit aux questions des lecteurs qui vous sont posées sur la Décision Bourse. Tous les abonnés à Décision Bourse ont droit de venir vous interroger Absolument. sur des valeurs, des secteurs, etc. etc. On va peut-être présenter d'ailleurs la Décision Bourse. On peut l'afficher à l'écran, Rémi, si tu veux. On va vous expliquer un peu ce qu'est cette publication. Comme on a le grand Manitou de la Décision Bourse en présence, il va pouvoir détailler les différentes rubriques que l'on a. On a peut-être un souci. Attendez, je vous laisse. Je vais juste aller régler quelque chose en régie. On a des questions sur Alstom et les pays nordiques. Voilà, je vous laisse continuer. Alors Alstom, une fin d'année 2025 et un début d'année 2026 assez porteur en termes de carnet de commandes. Il y a eu de très beaux contrats remportés sur des centaines de millions, voire des milliards d'euros. Donc là, une bonne visibilité, un carnet de commandes qui se reconstitue, et puis un nouveau management qui va arriver. Donc voilà, c'est un titre qu'on a recommandé en fin d'année dernière, sur lequel on a déjà fait une plus-value. Donc dans Décision Bourse, on l'a fait vendre la semaine dernière à 27 €, avec une plus-value faite de 20% en seulement un mois. Donc on a décidé de faire tourner le portefeuille, mais enfin en tout cas ça reste une valeur pour quelqu'un qui a une optique de long terme. C'est une valeur que l'on peut garder en portefeuille à Alstom. C'est intéressant ce que vous dites, c'est que dans Décision Bourse, on a un portefeuille. On va pouvoir afficher
la lettre que reçoivent toutes les semaines, hein, c'est un hebdomadaire, et on prend des positions. Voilà, Alors tous les jours, déjà, vous prenez une position. Alors, voilà, pour expliquer. Donc, la lettre, elle est accompagnée d'un site internet et de newsletters. Hein. Donc, la lettre, c'est la partie hebdomadaire, mais en fait, de tous les jours, en fait, nos lecteurs reçoivent une newsletter dans laquelle figure un conseil du jour. Donc, c'est une conviction qu'on a, donc qui ne fera pas l'objet de suivi aussi précis que dans la lettre. Mais en tout cas, notre objectif, c'est de donner à chaque jour voilà, une idée de valeur à nos lecteurs. Et c'est très précis en plus. C'est-à-dire que vous partez d'une valeur, vous dites acheter LVMH à tel prix, viser tel prix à 6 mois, voilà, 18 mois. On se fixe des objectifs de cours. Voilà, c'est en fonction à la fois de l'actualité, mais aussi de situations de marché ou nous, on aime bien regarder un petit peu, on fait régulièrement, on peigne la cote tous les jours, on regarde ce qui est décoté, ce qui peut remonter, ce qui a trop baissé, etc. Donc, en fonction de ça, on se prononce tous les jours. On a une idée d'investissement qu'on donne et qu'on envoie par newsletter. À côté de ça, donc dans la lettre hebdomadaire, on peut reprendre la lettre au début. Voilà, on va descendre les différentes rubriques que vous abordez. Donc ça commence par un édito. Oui, voilà, on a un point bourse, un point marché en fait, qui prend en compte le contexte de la dernière semaine, ce qui s'est passé sur la semaine et ce qui peut justifier éventuellement des arbitrages, ou justifier une stratégie d'investissement particulière. Donc là, c'est plutôt lié à l'actu. Ensuite, on a une partie, si on descend Rémi, peut-être. Vous pouvez continuer, je pense que oui, voilà. On essaie d'avoir une vision, de rester en contact avec nos lecteurs en répondant à leurs réponses, enfin à leurs questions en tout cas. Donc les abonnés ont le droit d'aller sur le site, de poser des questions, comme vous êtes en train de le faire ce moment en direct, pour interroger la rédaction sur des valeurs, sur des secteurs, sur l'état du marché. Ces réponses, elles figurent à la fois sur le site internet, parce qu'il y a un site décisionbourse.com qui accompagne cette publication. Et donc, on en reprend une sélection, en tout cas, de réponses qui peuvent être intéressantes pour les autres lecteurs, du coup. Et qu'on a aussi dans la newsletter quotidienne. Et qu'on reprend aussi de façon moins complète, mais on met une ou deux questions dans les newsletters quotidiennes, tout à fait. Très clair. Après les questions, on va voir des points sur les secteurs. Alors après, on va avoir des portefeuilles. Ah, les portefeuilles, voilà. Parfait. Donc, on a un portefeuille d'actions françaises d'une vingtaine de lignes. Voilà. L'idée, c'est de constituer un portefeuille avec des actions qui sont solides, qu'on ne va pas faire bouger énormément dans l'année. On va peut-être faire, je ne sais pas, maximum une dizaine d'arbitrages dans l'année sur ce portefeuille. Pas plus. L'objectif, c'est de choisir des titres solides qui peuvent être gardés sur du long terme, sur lesquels on pense qu'il y a des perspectives assez favorables, qui interviennent sur des secteurs répondant à des enjeux importants. Donc, on est présent sur différents secteurs, sur l'aéronautique, sur le luxe, sur l'électrification. Voilà, ça c'est destiné en tout cas à constituer, celui qui veut constituer un portefeuille pour le long terme peut en tout cas s'en imprégner pour bâtir un portefeuille. Très clair. Après, qu'est-ce qu'on a ? Après, on a la même chose, mais en valeurs étrangères, parce qu'on essaie quand même de capter aussi les performances qui se font ailleurs que sur le CAC 40. D'accord, donc c'est la même idée, un portefeuille. C'est un peu la même idée, voilà. On va avoir des actions américaines, des actions espagnoles, des actions hollandaises. En tout cas, toujours avec un souci de diversifier un petit peu les profils. On a des sociétés défensives, des sociétés un peu plus de croissance, des sociétés de rendement. Très clair. Qu'est-ce qu'on a après ? N'hésitez pas à continuer à poser des questions. Si vous avez des questions sur Décision Bourse. Et d'ailleurs, j'en profite, on vous fait une offre spéciale aujourd'hui de début d'année. Ceux qui veulent s'abonner pour la première fois, qui veulent aller en bourse, vous avez vu, on a évoqué les performances assez incroyables de certaines valeurs qu'on a recommandées. Aller en bourse quand on est un investisseur individuel, c'est compliqué. On est face à des algorithmes, on est face à des professionnels, à des hedge funds. Donc être bien informé, bien accompagné, avoir l'excellente rédaction du Revenu, et notamment Bruno Cus qui vous conseille, ça fait vraiment toute la différence. Et
Vous voyez, quand on dit d'investir 10 000 euros sur l'année, il suffit de prendre quelques pourcents grâce à nos conseils que l'investissement que vous aurez fait en vous-même et dans votre formation, votre information, vous l'aurez facilement rentabilisé. On fait même une offre assez exceptionnelle aujourd'hui pour vous inviter à une masterclass. Si vous avez envie de participer à une masterclass d'une vingtaine d'heures sur la bourse, vous pouvez avoir accès à cette offre également aujourd'hui, donc n'hésitez pas. Pardon Bruno, je vous laisse continuer sur la présentation de la lettre. Alors justement, la page suivante, en fait, elle est destinée justement à diversifier un peu plus les portefeuilles, puisqu'on va s'intéresser aux produits de taux et aux matières premières. Donc les produits de taux, donc, ils ont vocation à rester dans le portefeuille. Là, c'est pour apporter une rémunération régulière. On va porter la position, hein, comme on dit, jusqu'au dénouement. Ce sont des produits obligataires la plupart du temps dont l'objectif est d'assurer un rendement régulier. Et puis à côté de ça, donc on a une partie matière première où là qui est un peu plus réactive, plus spéculative, en tout cas qui a bien performé l'année dernière, puisque vous voyez qu'on a même des produits indexés sur le cuivre. Donc sur l'or, sur le cuivre. Et donc là dans le contexte actuel, en tout cas, cette partie de diversification est très importante. J'en reviens aux questions d'ailleurs qu'on évoquait. Yves nous demandait, Yves Pernaut, sur les obligations. Comment vous voyez aujourd'hui le marché obligataire ? Marché obligataire, je dirais que c'est surtout aux États-Unis où on a peut-être des choses à faire si les taux venaient à baisser. Sinon, je dirais que c'est un marché sur lequel il faut rester assez prudent. Il y a peu de rendement en plus aujourd'hui. Alors, le rendement, c'est vrai que par rapport au taux très court, il y a peut-être des choses à faire. Hein. C'est pour celui qui veut s'assurer une rentabilité. Il y a des fonds à échéance, par exemple, sur 3-4 ans qui vont rapporter plus que ce que font les taux à très très court terme. Donc ça se défend très bien, hein. C'est pour une prise de risque assez limitée. Quand on voit la performance du marché action... Mais voilà, ça sert surtout pour solidifier un portefeuille, mais ce n'est pas là-dessus qu'on va faire beaucoup de la performance cette année. Très clair. On continue la lettre, alors peut-être. Merci Yves pour cette question. Donc la prochaine, voilà, on a aussi un angle sectoriel. On essaie de passer à la loupe un secteur chaque semaine. Donc ce soit des secteurs très 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 variés. On a la chance sur le marché parisien d'avoir une palette assez large, hein, de sociétés, que ce soit dans la tech, dans les secteurs plus traditionnels. Je dirais qu'à chaque fois, même dans les secteurs difficiles, il y a toujours une ou deux valeurs à mettre un petit peu, qui se détachent, sur lesquelles il peut y avoir un intérêt à aller, soit pour un rendement, soit pour une décote assez forte. Et donc voilà, on met en lumière, en tout cas, chaque semaine, des secteurs, et à l'intérieur de ces secteurs, des sociétés qui sortent un petit peu du lot, sur lesquelles il peut y avoir des choses à faire en termes d'investissement. Passionnant. Après... Ensuite, voilà, nous, on a un récapitulatif de conseils. Alors ça, c'est les conseils qu'on donne tous les jours. Et ça, c'est vraiment important de le dire. Je pense, pardon de vous couper, Bruno, mais il y a beaucoup de lettres ou de recommandations où on donne une recommandation et après, on ne fait aucun suivi. Alors que nous, au Revenu, à la Décision Bourse, on assume nos positions. Parfois, on se trompe. Hein. Si on avait raison tout le temps, ce serait du Madoff. Mais non, ce n'est pas le cas. On assume vraiment notre portefeuille. On le suit dans le temps. On limite la casse s'il y en a et on prend nos gains quand il y a des gains. Et donc, vous verrez ici toutes les semaines, de manière très claire, très assumée, les positions qu'on a recommandées, chacune des valeurs, à quelle valeur on est rentré, à quelle valeur on va conseiller de sortir, à quelle valeur on est actuellement, pour que vous ayez vraiment un suivi, que ce ne soit pas juste un conseil donné en l'air sans aucune responsabilité derrière. À la Décision Bourse, on est vraiment très attaché à l'honnêteté du conseil, la loyauté vis-à-vis du lecteur, de le suivre dans le temps et pas juste de faire un conseil tous les jours et puis finalement on conseille tout et n'importe quoi, ça n'a pas de conséquences. Nous, on les assume. Si on les assume, c'est aussi parce qu'il y a une belle performance de ce portefeuille. Donc si vous voulez en dire peut-être deux mots de ces conseils. Oui, vous avez insisté sur la chose la plus importante, Gaspard, c'est qu'effectivement, notre objectif, c'est de ne jamais laisser nos lecteurs plantés avec un conseil qui aurait été donné par le passé, sur lesquels
En tout cas, on va faire le suivi. On va faire le suivi quand on donne un conseil. On va faire son suivi jusqu'au débouclement de la position, alors que ce soit un débouclement en plus-value ou en moins-value. Mais en tout cas, on va expliquer pourquoi à chaque fois on garde, pourquoi on vend, pourquoi voilà. Et ça pour toutes les valeurs qui sont recommandées au sein de cette lettre décision bourse. Ça, c'est important. Et donc, ça, on le fait à travers les questions-réponses, puisque vous êtes beaucoup à nous poser des questions-réponses sur le site pour nous dire vous avez recommandé telle valeur la semaine dernière, est-ce que vous êtes toujours à l'achat malgré cette annonce, etc. Donc, voilà, on va faire ce suivi régulier. Et là, donc, dans cette partie-là de la lettre, on va reprendre les conseils qu'on a donnés, en tout cas sur le site Internet et dans le cadre des newsletters. Sur les 23 dernières séances, en tout cas. Ça permet de donner un résumé des recommandations qui ont été émises, les idées d'achat qui ont été émises sur les 3 dernières semaines, on va dire. Très clair. Et je crois que ça ne conclut pas tout à fait la lettre, il y en a encore. Justement parce que, en fait, après, on a une valeur qu'on met, un focus sur une valeur. Sur laquelle on va développer un peu plus. On pense que c'est une conviction un peu plus forte, on va dire. Donc là, on va la développer et bien sûr, on en fera le suivi dès la semaine suivante. Dès la semaine suivante, on dira si on l'a acheté ou pas déjà et si on l'a pas acheté, si on maintient le conseil. Et c'est ce qui figure d'ailleurs dans la page suivante. Où on a un suivi, je ne sais pas si on peut le... Rémi, pour la page suivante, s'il te plaît. Voilà. Où là, on fait le suivi un petit peu des conseils qui ont été donnés dans cette rubrique juste avant, des conseils qui ont été donnés au cours des dernières semaines, voire des derniers mois, celles qu'on a gardées en portefeuille, mais on revient dessus, comme vous le voyez, donc on laisse jamais tomber le lecteur, on revient sur toutes les valeurs qui ont été recommandées. On assume nos positions, très clair. Il y a encore des rubriques, je crois. Et alors, oui, il y a une dernière page. Dernière page, voilà, qui est là. Où là, on regarde un petit peu ce qui se passe sur les marchés. Et là, je vais peut-être m'arrêter une seconde, Bruno, parce que ça démontre vraiment le regard d'un homme, d'une rédaction qui connaît la bourse depuis des décennies. C'est-à-dire que vous vous arrêtez sur les transactions des dirigeants. On peut se dire, mais bon, c'est un épiphénomène dans l'histoire de la bourse que la transaction d'un dirigeant. Mais en fait, non, quand un dirigeant achète une société ou vend une société dans laquelle il est, forcément, ça a des indications. Alors, pas toujours. Parfois, monsieur veut s'acheter une maison, madame veut payer les études de ses enfants, mais ça peut être un indicateur intéressant. Donc, il faut connaître l'historique, il faut savoir, est-ce que c'est des ventes régulières, est-ce qu'il réinvestit dans sa société en se repositionnant. Donc là, vraiment, vous faites un focus très spécifique, très granulaire sur les transactions des dirigeants qui sont ces signaux faibles qui peuvent en dire long sur l'avenir d'un titre et ce qu'on doit essayer d'en comprendre et d'en déduire. Oui, tout à fait. Alors, parfois, il y a des transactions qui sont minimes. Ça porte sur quelques milliers d'euros, mais parfois sur des montants un peu plus importants. C'est toujours instructif de savoir pourquoi le dirigeant les a vendus. On essaie justement de se focaliser sur les opérations qui sont hors attribution d'actions gratuites, hors levée de stock options, etc., qui elles sont automatiques. Donc, qui sont moins significatives. Voilà, qui n'ont pas une importance particulière. Justement, ça, on le met de côté. On ne va pas traiter cette info-là, mais on va regarder justement ce qui peut, au contraire, avoir une incidence, enfin, une explication. Pareil pour les seuils. Les franchissements de seuil, c'est intéressant de voir qu'on peut avoir des sociétés... là, c'est pareil, il y a des sociétés comme BlackRock qui franchissent des seuils à la hausse ou à la baisse tous les jours. Ça, c'est pas très intéressant. On va pas se caler là-dessus, mais on va regarder un petit peu s'il y a des nouveaux entrants, des nouveaux acteurs industriels, par exemple, plus que financiers, qui s'intéressent à une société. Et ça peut être parfois l'indicateur, peut-être une future OPA, enfin des choses comme ça. Donc, on va essayer justement de capter ces mouvements et pour essayer de trouver une signification à ces mouvements. Très clair. Bon, écoutez, vous aviez beaucoup de questions. Je suis navré qu'on n'a pas pu toutes les prendre, mais vous imaginez même passer 1 minute avec la centaine de questions que vous avez nous envoyées. C'était hélas pas possible. Il y avait beaucoup de questions sur les valeurs.
sur Novo, sur le secteur des télécoms, sur Air Liquide. Enfin, merci mille fois d'avoir participé. C'était passionnant. Je vous le rappelle, on vous fait cette offre spéciale pour les prochaines heures. Hein. Ça ne va pas durer tout le temps, parce que forcément, on doit retrouver le rythme de croisière après, mais on fait cette offre. Si vous voulez souscrire à la décision bourse, si vous voulez poser vos questions à Bruno Kurz régulièrement, inscrivez-vous, abonnez-vous. Vous recevrez tous les jours une recommandation. Toutes les semaines, le panorama de la lettre qu'on vient de voir ici. Et si vous voulez aller encore plus loin, participer à notre masterclass, et ben on vous fait une offre très spéciale aujourd'hui pour pouvoir y participer, parce que vous avez envie non seulement de recevoir l'information, mais de vous former vous-même et d'aller encore plus loin, d'investir des sommes importantes en bourse et d'avoir des vrais réflexes de spécialistes de la bourse. Donc voilà, vous avez toute une rédaction qui vous accompagne sur ces sujets ici. On était ravis de faire ce live avec vous. Merci beaucoup, tous nos voeux, la meilleure année pour vous, pour vos proches. C'était un plaisir de passer cette heure ensemble. Toutes vos questions, pardon si on n'a pas pu y répondre, vous pourrez les reposer à Bruno à l'écrit. Puis de toute façon, je vois que ce live plaît beaucoup. Alors, vous avez été plusieurs centaines aujourd'hui, donc on le refera avec grand plaisir. C'était la tradition du revenu. On va le faire avec Christian Fontaine aussi sur des sujets plus patrimoniaux, sur de l'immobilier, sur du private equity également. Mais la bourse, très naturellement, ça attire beaucoup d'investisseurs aujourd'hui, donc il est normal que la rédaction du revenu se mobilise pour vous, voyez, gratuitement pendant une heure pour vous répondre. Et si vous voulez qu'on aille plus loin ensemble, eh ben, abonnez-vous avec grand plaisir ou suivez la masterclass qu'on a lancée pour vous perfectionner en bourse. Et je pense, vu la qualité du secteur actuellement, les performances qui ont été dégagées ces dernières années, l'occasion de s'assurer un patrimoine, de s'assurer une retraite, de s'assurer aussi des rendements avec les dividendes qui peuvent tomber de la bourse. En tout cas, merci beaucoup Bruno, c'était un plaisir. Merci beaucoup Gaspard, pour cette heure. merci à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.